Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Hello! Aujourd'hui, on va parler d'une objection, entre guillemets, qui revient assez souvent dans la prise en charge thérapeutique et qui est assez liée en fait à mon dernier épisode sur la légitimité de se sentir assez malade. C'est le fait de penser qu'on va se sentir seul de notre trouble alimentaire. Donc j'ai moi-même expérimenté cette objection pendant environ 1 an. En fait, au tout début, très rapidement, j'ai été voir une psychologue. Ça faisait 2 ou 3 mois que j'étais malade. Et en fait, au début, je n'acceptais pas d'être anorexique. Je disais tout le temps que ce que j'avais ressemblait à de l'anorexie, mais que c'était pas de l'anorexie. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je sais qu'en fait, je souffrais certainement d'anosognosie, comme 80% des personnes qui ont des troubles alimentaires. C'est ce que je parle en fait dans mon dernier épisode. Mais du coup, en fait, je pense que je lui parlais pas vraiment de mon trouble alimentaire, ou du moins, je pense qu'elle était peut-être pas assez aussi formée au trouble du comportement alimentaire, donc elle me croyait, entre guillemets. Au début, je voulais pas voir des thérapeutes pour me sortir de ça, puisque en fait, pour moi, c'était pas non plus alarmant, et moi, c'était pas comme les autres, je maîtrisais, et du coup, j'allais m'en sortir seule. Et donc, je voyais très peu cette thérapeute. Et puis en fait, j'acceptais pas d'en parler à mes proches parce que pour moi, c'était pas suffisamment grave. Au bout d'1 an, j'ai fini par appeler l'hôpital en service des troubles alimentaires et là, j'ai pris rendez-vous avec un médecin. J'en ai déjà souvent parlé de cette anecdote. Et c'est là où en fait, j'ai vraiment accepté de l'aide pour lutter contre l'anorexie mentale parce que en réalité, ce que je pensais contrôler, je disais tout le temps non mais moi je gère, et ben en fait je gérais rien du tout et je me suis rendu compte que je maîtrisais plus rien et que j'arrivais pas à m'en sortir seule et que j'avais besoin d'une aide extérieure. Et j'ai aussi compris que demander une aide extérieure, c'est pas du tout un signe de faiblesse, même au contraire en fait c'est une preuve de courage. Et donc en fait c'est le sujet de mon épisode d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer que essayer de se sentir seul d'un trouble alimentaire, c'est vraiment très compliqué, donc il y a plusieurs raisons pour cela. Après, je vous dis pas vous n'allez pas vous en sortir si vous ne prenez pas un accompagnement. Enfin, qui serais-je pour vous affirmer ça? Mais je veux juste vous partager mon expérience et la prise de recul que j'ai en tant que rescapée de l'anorexie mentale. Et puis, vous inciter à effectivement vous accompagner par des professionnels qui sont familiers, formés aux troubles du comportement alimentaire pour vous assurer une guérison définitive de cette maladie. Donc la première raison, c'est que votre trouble alimentaire vous manipule. En fait, les troubles alimentaires, c'est vraiment des maladies vicieuses et très puissantes qui manipulent vos proches, mais aussi vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez dingue. Moi-même, en fait, je pense que quand j'étais malade, j'avais pas conscience de à quel point je manipulais mes proches, mais j'en avais quand même un peu conscience. Mais je pensais pas que je me mentais à moi-même, entre guillemets. Et je m'en suis rendu compte une fois à la sortie de ma première hospitalisation. Donc, j'en parle dans mon premier podcast où je vous raconte mon histoire avec les troubles alimentaires. Et donc, j'ai fait une première hospitalisation et c'était assez dingue comme cette hospitalisation me semblait facile. J'augmentais ma ration de jour en jour, j'avais aucune objection justement. Je me disais, ah mais c'est dingue en fait, il fallait juste remanger pour guérir. Enfin, c'était très simple, j'étais même presque heureuse d'être à l'hôpital. Enfin, en fait, c'était très malsain. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais vraiment persuadée que j'étais en train de guérir. Je suis sortie en août, donc j'ai passé encore 1 mois d'été. Du coup, j'avais pas en cours, j'étais pas au boulot, parce que j'étais en alternance à cette époque. Et j'étais chez mes parents. Et en fait, tout se passait bien. Et en septembre, je suis retournée dans mon appartement seule à Lille. C'est incroyable, mais du jour où je me suis retrouvée seule, j'ai rechuté. Vraiment, je me rappelle très très bien de cette image-là où je rentrais des cours. Et en fait, c'était l'heure du goûter. Du coup, en sortant de ma première hospitalisation, j'avais 4 repas. Donc, c'était l'heure de ma collation. Et première fois où je me suis dit, depuis que je sortais de l'hôpital, ouais, je suis tout seul, j'ai pas trop faim. Donc, du coup, je pense que je vais pas manger. Et en fait, juste ça a été le déclencheur de ma rechute. Mais c'est juste qu'en fait, en réalité, avec beaucoup de recul, je sais dire que j'étais encore pas du tout sortie des troubles alimentaires. Juste, en fait, je m'étais menti à moi-même, menti, entre guillemets, à mes proches, aux médecins, pour qu'ils me laissent sortir de cet hôpital et que je reprenne mon trouble alimentaire là où est-ce qu'il en était. Mais en réalité, j'ai pas menti. C'est pas dans mon caractère de manipuler les gens, c'est le trouble alimentaire qui a manipulé tout le monde. Et j'en ai été moi-même victime, en fait.
Cette petite anecdote, c'est pour vous faire prendre conscience à quel point le trouble alimentaire occupe tellement de terrain dans notre tête qu'en fait, il nous plonge dans un brouillard et on n'arrive plus à être presque maître de ses actions et de ses pensées. Je dis ça avec énormément de recul à ce moment-là. Au moment même où j'en souffrais, j'en avais pas du tout conscience. C'est vraiment le sentiment que j'avais que la voix du trouble alimentaire, le pouvoir du trouble alimentaire est supérieur à notre voix à nous. Et en plus de ça, c'est une maladie qui nous coupe de notre vie sociable. Moi, je me rappelle que je refusais tout le temps les sorties avec des amis, de la famille, même si c'était même pas autour d'un repas ou d'un verre. Je refusais de voir des gens, en fait, et je m'enfermais de plus en plus tout seul. Et le fait que vous vous renfermez dans votre solitude, vous avez encore moins de gens autour de vous qui peuvent vous rappeler que ce que vous faites, c'est pas vous, c'est le trouble alimentaire qui agit à votre place, entre guillemets. Et ça rejoint en fait ce que j'expliquais au tout début de l'épisode et dans mon dernier épisode de podcast du coup sur la légitimité de troubles alimentaires. C'est le fait qu'on souffre d'anosognosie quand on a des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'on a certaines zones de notre cerveau qui sont pas à leur capacité maximale et du coup on n'a pas conscience de la gravité de notre maladie, voire du fait qu'on est malade. Donc du coup c'est même pas un déni, c'est vraiment la personne qui est malade n'en a pas conscience. Donc du coup elle est super convaincante et les proches, voire même les médecins, comme ma psychologue que je voyais au tout début, se font convaincre par la personne malade que en fait ils sont pas vraiment malades. Donc c'est difficile de se battre contre quelque chose que l'on ignore. Je tiens juste à vous rassurer que ces zones du cerveau qui sont pas à leur capacité maximale quand on est malade, c'est pas quelque chose d'irréversible, hein. Ça revient à la normale quand on guérit. Tout ça pour vous dire en fait que vous pouvez pas faire confiance à votre vous malade entre guillemets parce que vous êtes plus à 100% maître de vos envies, de vos actions, de vos pensées. Il faut vraiment voir le trouble alimentaire comme un parasite qui vient agir à votre place, qui vous fait croire que telle ou telle chose est bien, mais en réalité, ça détruit votre santé. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui, quelquefois, en ont conscience et qui disent, par exemple, j'aime pas regarder la télé, mais en fait, je me demande si vraiment j'aime pas ou si c'est mon trouble alimentaire qui me fait dire que j'aime pas parce que du coup, si je regarde la télé, ça veut dire que je suis assise pendant trop longtemps. Or, mon trouble alimentaire préfère que je sois hyperactif. Ou alors une personne qui va dire, en fait, moi, je déteste le chocolat. Mais en fait, avec beaucoup de recul, elle se dit, en fait, je pense que c'est mon trouble alimentaire qui n'aime pas le chocolat. Et parfois, on n'arrive pas à toujours avoir cette prise de recul parce que le trouble alimentaire occupe trop de place en nous. Et on n'arrive pas à ne serait-ce qu'entendre notre petite voix de la raison qui dit, en réalité, c'est pas moi qui n'aime pas ça, c'est mon trouble alimentaire qui me fait croire ça. Votre trouble alimentaire, il déforme la réalité, il atténue votre perspicacité. D'où l'importance en fait d'avoir une personne externe qui est formée au trouble alimentaire, qui connaît vraiment bien ça, pour vous dire quand est-ce que ce comportement ou cette pensée, cette action émane de votre trouble plutôt que de votre personne. Donc ça, c'est la première raison, le fait que votre trouble alimentaire vous manipule. Une autre raison qui justifie le fait d'avoir besoin d'une aide extérieure, c'est le fait que vous ne savez plus comment manger. Ça paraît assez dingue de dire ça parce que manger, c'est un besoin vital auquel en fait on répond pour vous, vous répondez depuis que vous êtes né. Mais en fait, après des semaines, des mois, voire des années plongées dans le trouble alimentaire, on ne sait plus comment manger parce que on a des automatismes dans notre cerveau qui se sont créés. Et en fait, moi, je me rappelle très bien que, justement, des gens qui ne connaissaient pas bien les troubles alimentaires me disaient: «Mais en fait, Mathilde, c'est facile, c'est comme faire du vélo, ça se réapprend très vite. Donc tu vas savoir, très facilement, comment manger puisque tu as su manger pendant, 19 ans de ta vie avant de tomber malade». Mais clairement, je ne savais plus comment manger, si je me servais assez ou pas assez de tel aliment, si justement tel aliment, j'en mangeais trop. Et puis en plus de ça, je pouvais plus faire confiance à mes signaux de faim et de satiété parce qu'ils ont été clairement altérés. Parce que quand j'avais faim, j'ignorais le fait que j'avais faim. Ou parfois j'ai fait des compulsions alimentaires où je mangeais, même quand mon corps me disait qu'il avait plus faim. Enfin, mon estomac n'avait plus faim, mais mon cerveau me réclamait encore de la nourriture. Parfois, il y a des personnes qui se font vomir, qui prennent des laxatifs. Tout ça, ça va altérer les circuits cérébraux qui envoient le signal de la faim et de la satiété. En fait, ces circuits-là sont erronés. Donc, il faut beaucoup de temps pour retrouver un fonctionnement normal, entre guillemets, même s'il n'y a pas de normalité. Du coup, quand on est en phase de guérison, on doit manger même quand on n'a pas faim, ou même quand on a mal au ventre, ou qu'on ressent des sensations vraiment inconfortables au niveau de l'estomac. Et d'ailleurs, en fait, quand on se renourrit, on a très souvent mal au ventre, et c'est normal. Et en fait, la voix de la maladie va dire ah bah tu vois, t'as trop mangé, tu le sens, t'as mal au ventre. Mais la réalité, c'est que on n'a pas du tout forcément trop mangé, c'est juste que après autant de temps dans les troubles alimentaires où on s'est trop nourri, pas assez nourri, enfin, qu'on a mangé sans
se calquer sur nos sensations de faim, de satiété et nos besoins réels, notre fonction de digestion a complètement été altérée. Par exemple, dans le cadre d'une restriction sévère, moi je sais que par exemple mes intestins étaient vachement ralentis, donc du coup le corps il faut qu'il se remette en route en fait. Il a plus l'habitude d'ingérer une grosse quantité de nourriture. Quand je dis grosse quantité de nourriture, c'est par rapport à quand vous vous restreignez, ça ne veut pas dire trop grosse. Il doit digérer une quantité qu'il n'avait plus l'habitude de digérer, donc c'est comme si il doit se remettre la machine en route et c'est douloureux pour lui, donc il vous fait sentir une sensation inconfortable, mais ça veut pas dire que vous faites pas bien, au contraire, c'est un signe de la guérison en fait. C'est un signe que votre corps se remet en route, donc c'est un signe positif. Mais du coup, vous pouvez pas vous fier à ça, à vos sensations corporelles. Il faut que vous mangiez même si vous avez mal au ventre, même si vous avez plus faim. Vous pouvez pas non plus vous fier aux personnes qui sont autour de vous, parce que, comme je le dis souvent, on peut pas se comparer aux autres, parce que les autres ne souffrent pas d'un trouble alimentaire. Et quand on est en guérison d'un trouble alimentaire, même si c'est très difficile, on doit manger plus que les personnes autour de nous. Certaines personnes ont besoin de 3000, 4000, 5000 calories pour réparer leur corps, parce que vous ne vous nourrissez pas juste pour donner l'énergie à votre corps pour faire sa journée, vous vous renourrissez pour réparer aussi tous les dommages qui ont été causés par les troubles alimentaires. Donc vous pouvez pas vous fier aux autres personnes avec qui vous mangez, vos parents, votre copain, vos frères et sœurs, et vous pouvez pas non plus vous fier aux autres personnes qui sont aussi en guérison d'un trouble alimentaire, que vous voyez par exemple à l'hôpital ou sur Instagram, puisque chaque personne a une histoire différente, a des besoins différents, et chaque personne est différente. Enfin, moi par exemple à l'hôpital, on était 11 patients, on n'en avait pas un qui avait la même ration, enfin plus ou moins quoi, mais on n'avait pas les mêmes assiettes. Moi j'avais pas les mêmes assiettes que mes voisins à table. Je sais que c'est super dur, c'est notamment super dur de manger plus que les personnes qui sont à côté de nous. Et ça, encore une fois, c'est un vice du trouble alimentaire. Et il faut manger malgré que la petite voix vous dit tu dois manger moins que les autres, malgré que la petite voix vous dit que vous avez déjà assez mangé ou que vous n'avez pas faim donc vous ne devez pas manger. Donc voilà, il faut être capable de contrer en fait son trouble alimentaire. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'être assez fort ou quoi, c'est juste que vous êtes malade. Donc c'est normal que vous ayez besoin d'un accompagnement extérieur, de quelqu'un qui vous répète sans cesse que c'est normal de manger plus, même quand vous n'avez pas faim. C'est normal de manger même quand vous avez mal au ventre. C'est normal de manger même si les personnes avec qui vous avez été ont été au restaurant la veille au soir et que du coup ils ont un peu moins faim ce midi, donc ils mangent moins. Vous pouvez pas vous calquer à eux parce que eux n'ont pas de trouble alimentaire. Et enfin, moi, je me rappelle que c'était quelque chose où ma mère en avait conscience, mais il faut constamment répéter, répéter, répéter. Parce que justement, comme la voix de la trouble alimentaire, elle essaye de prendre plus de terrain dans votre tête, elle va toujours essayer de parler plus fort que votre petite voix à vous. Donc parfois, vous n'entendez plus votre propre voix de la raison. Donc c'est important que quelqu'un d'extérieur vous répète sans cesse ça. Moi, je me rappelle que c'était parfois fatigant. Ma sœur, par exemple, elle me disait « Mais ça, je te l'ai déjà dit, Mathilde, mais… » Oui, mais moi, j'ai besoin qu'on me le redise parce qu'il y a la voix de l'anorexie mentale qui essaye de me faire taire ma propre voix. Donc voilà, ça, c'est une deuxième raison. C'est parce que vous ne savez plus comment manger et que votre trouble alimentaire vous dira que des choses fausses à propos de vos sensations de faim, de satiété, de que vous devriez manger, en quelle quantité et à quel moment. Une troisième raison pour laquelle c'est difficile de s'en sortir seul, c'est parce que en fait, votre trouble alimentaire, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ça, je le dis très souvent. La nourriture, la perception du corps, c'est les conséquences de votre trouble alimentaire. Mais les troubles alimentaires, c'est pas un régime où on a arrêté de manger du jour au lendemain. Les troubles alimentaires, c'est des stratégies d'adaptation que votre corps a mis en place, a développé pour vous protéger de quelque chose, en réponse à des blessures du passé, par exemple. Donc c'est un mécanisme de défense qui fonctionne, ou du moins qui a fonctionné pendant un moment, puisque au tout début, vous avez certainement vécu ce qu'on appelle la lune de miel. Donc c'est un moment où on se sent super puissant, où on n'a jamais eu autant confiance en nous de notre vie. Enfin moi je me rappelle, au tout début, tout le monde s'inquiétait pour moi, et moi je me disais mais pourquoi les gens ils s'inquiètent pour moi alors que j'ai jamais été aussi bien de ma vie dans mon corps. J'ai jamais aimé autant mon corps que maintenant. J'ai l'impression que je contrôle tout, je me sentais vraiment puissante. Et en fait, c'est un moment qui ne dure pas, puisque au bout d'un certain moment, les effets néfastes de tous ces troubles alimentaires apparaissent petit à petit. Donc en fait, les troubles alimentaires, c'est comme un mécanisme de défense, et avec cette lune de miel, entre guillemets, ou ce moment au tout début où on se sent très puissant, le cerveau, il a créé comme une association entre votre trouble alimentaire, votre façon de contrôler votre alimentation, votre activité physique, etc., avec un cocon, une zone de sécurité. Donc du coup, quand vous êtes en guérison, vous luttez contre ce mécanisme que votre cerveau a d'associer ça à une zone de confort, une zone de sécurité. Donc forcément, vous lui dites
Maintenant, tu dois sortir de cette zone de sécurité et aller à l'encontre. Donc votre cerveau, il se dit: «Mais ça va pas du tout parce que si je sors de ce trouble alimentaire, je vais plus être en sécurité». Donc lutter contre un trouble alimentaire, c'est super dur parce que votre cerveau pense qu'il se met en insécurité, en fait, alors que c'est tout le contraire. Mais c'est pourquoi c'est important de comprendre pourquoi votre cerveau a mis en place cette stratégie d'adaptation. Quelle est la blessure initiale? Quelles sont les genèses de votre trouble alimentaire? Alors souvent, c'est pas une cause, c'est un ensemble de petites causes. Mais c'est important d'avoir un vrai travail là-dessus pour comprendre quelle stratégie d'adaptation a mis en place votre corps pour vous faire croire que vous êtes en sécurité en contrôlant votre alimentation et votre corps. Donc il faut être accompagné par une personne qui va être capable de reprogrammer vos schémas de croyance en fait, de faire une reconstruction de tous les automatismes que votre trouble alimentaire a créés dans votre cerveau. Et le simple fait d'avoir conscience que notre TCA est un mécanisme psychologique peut vous aider en fait à faire face à ces blessures, mais ça va pas faire disparaître votre problème psychologique du jour au lendemain. Ça demande vraiment un long travail sur le long terme et un accompagnement régulier. Une autre raison pour laquelle c'est important de se faire accompagner et que c'est difficile de guérir seul, c'est parce que parfois on n'a pas vraiment envie de guérir, ou du moins on a peur de guérir. Une fois, j'ai un médecin qui m'a dit que si je ne guérissais pas, c'est parce que inconsciemment je voulais pas guérir et parce que j'avais peur de lâcher la maladie. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais il est pas bien, comme si que je préférais rester malade alors que cette maladie me pourrit la vie». Alors je l'ai pas compris tout de suite, mais il avait complètement raison parce que ça paraît difficile à comprendre d'un point de vue extérieur. Mais en fait, la maladie, elle était omniprésente dans ma vie depuis 3-4 ans. C'était devenu presque mon identité. Mes actions, mes pensées, même ma vie tournait autour de mon trouble alimentaire. Donc je me disais: «Mais comment je vais faire sans mon trouble alimentaire?» C'est comme, enfin, j'ai un médecin qui m'avait donné cette métaphore de me dire: «Le trouble alimentaire, c'est comme un gros arbre qui est, enraciné, depuis des années dans la terre». Bah, il a créé des énormes racines. Donc quand on va déraciner cet arbre, il va avoir un trou énorme et donc du coup, ce trou, il faut le combler et en fait, c'est de ça, on se demande: «Ma vie sans mon trouble alimentaire va être vide». Et on a tous des peurs autour qui vont, se rattacher en se disant, bah, par exemple, mes proches, ils vont moins avoir peur pour moi, ils vont moins se préoccuper de ma santé, donc peut-être qu'ils vont m'accorder moins d'attention, peut-être qu'ils vont moins m'aimer et puis moi, à quoi, je vais penser? Tout le temps que j'y consacrais, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps? En fait, guérir, c'est terrifiant, mais il y a aucune honte à avoir à ça, c'est vraiment normal parce que la maladie, elle occupe tellement notre vie que tout est influencé par, notre trouble alimentaire. On fait beaucoup notre choix en fonction de notre trouble alimentaire. Donc quand on s'approche de la guérison, on a peur. On se demande: «Qu'est-ce que va être notre vie sans notre trouble alimentaire?» Mais c'est juste complètement normal. La peur de la guérison, c'est légitime. En fait, on a peur de l'inconnu et ça, même quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire a peur de l'inconnu. Si on dit à n'importe qui où sa vie est bien rangée, bien calée, où elle a, plein d'habitudes, que, sa vie demain, elle va être complètement différente, bah, forcément cette personne-là, elle aura peur et en fait, c'est aussi la peur d'apprendre à se connaître, la peur de la liberté et c'est normal que pour, avancer vers cet inconnu, on a parfois besoin que quelqu'un nous prenne la main pour, nous aider à nous reconstruire, en fait. Ensuite, une autre raison pour laquelle avoir un accompagnement externe est important, c'est le fait que les troubles alimentaires sont vraiment des maladies mentales complexes. Aujourd'hui, on a de plus en plus accès à des ressources, notamment via Internet, même des comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram, qui nous expliquent vraiment bah, les mécanismes des maladies mentales et notamment des troubles alimentaires. Mais ça reste quand même des maladies complexes où, en plus de ça, les mécanismes peuvent être vraiment différents d'une personne à une autre. Et c'est important, en fait, du coup, d'être accompagné par des, professionnels, des médecins qui nous expliquent ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, quand on est en guérison. Moi, il m'est arrivé un truc où heureusement que j'ai été accompagnée par des médecins parce qu'aujourd'hui, je sais pas si je serais, vraiment encore, en vie. Bon, après, ça reste un phénomène rare, mais moi, j'ai eu un syndrome de réalimentation. Donc j'étais suivie à l'hôpital, depuis, plus d'un an et en fait, j'étais très, très dénutrie, quand ça m'est arrivé et je savais pas, mais mes intestins se sont, arrêtés de fonctionner. Sauf que moi, je l'ignorais, donc j'ai continué de manger. Sauf que du coup, toute la nourriture que j'ingérais, elle était bloquée. Elle n'était plus traitée par mon système de digestion et du coup, ça m'a conduit aux urgences, puis en réanimation pendant 15 jours et après, à la suite de ça, j'ai été hospitalisée pendant 3 mois, en service, des TCA, où là, j'ai eu une réalimentation, vraiment progressive, avec, des analyses médicales régulières afin de s'assurer que mon corps, en fait, acceptait bien la renutrition. La renutrition, c'est pas non plus, quelque chose qu'on peut, gérer soi-même aussi. On peut pas, se renourrir non plus, soi-même, du jour au lendemain parce que ça doit
se faire, de façon progressive et il faut, gérer aussi notre corps, en fait, comme il a plus l'habitude de réintégrer, on va dire des quantités, normales, il va réagir. Par exemple, on a aussi parfois notre corps qui crée des œdèmes. Donc la plupart du cas, c'est, au niveau des jambes, des pieds, mais ça peut s'aggraver si c'est pas surveillé. Donc du coup, c'est important, en fait, d'être suivi médicalement. Moi, j'aurais pas réussi à me renourrir, non plus si j'avais pas été accompagnée par des, médecins parce que, je pense que je me serais arrêtée à un certain palier de calories. Là où les médecins, eux, ils continuaient parce que même quand, c'était dur et que moi j'avais envie d'arrêter, ben, ils me forçaient pas parce que c'était toujours en accord avec ce que je voulais. Si je trouvais que ça allait trop vite, je leur demandais de ralentir. Mais en tout cas, on continuait d'augmenter parce que parfois, quand on se renourrit soi-même, on se dit: «Bah, je vais, faire une pause à un certain palier». Sauf que parfois, le fait de faire une pause à un certain palier, ça casse aussi la courbe de poids et donc du coup, c'est plus difficile de regagner du poids. Donc parfois, c'est aussi, difficile parce qu'on a l'impression qu'on fait énormément d'efforts et physiquement, on n'arrive pas à regagner du poids et donc ça peut aussi, démoraliser, en fait. Du coup, l'hospitalisation a été vraiment très difficile mais le fait que je ne gérais plus moi-même mes repas, c'est un vrai défi. Mais en même temps, avec le recul, ça m'a permis de me «décharger» entre guillemets de ma responsabilité, mon alimentation. Le temps que je reprenne des forces, que je retrouve, la raison en fait. Parce que quelquefois on est tellement dénutri qu'on n'arrive plus à raisonner normalement. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut forcément passer par la case, hôpital pour guérir, c'est juste que simplement pour moi, ça a été une étape qui a été nécessaire par laquelle j'avais pas le choix de passer et avec du recul, je sais que ça m'a énormément aidée. Alors après, ce que je viens de raconter là, notamment le syndrome de renutrition, les œdèmes, c'est dans le cas d'une anorexie mentale, ce qui a été mon cas, et dans le cas d'une anorexie mentale sévère. Je veux pas non plus vous faire peur. Vraiment, le syndrome de réalimentation, déjà, il y en existe plein. Je suis pas médecin, comme je le dis très souvent. Je raconte juste mon histoire, mon expérience. Je pense qu'il existe plein de syndromes de renutrition différents. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'en avais déjà entendu parler, mais je me disais jamais moi ça va m'arriver. Et pourtant, ça m'est arrivé. Donc, ça reste rare, ça existe, il faut en avoir conscience. D'où l'importance de se faire accompagner, en fait. Une autre complexité, on va dire, de la maladie, c'est la dysmorphophobie. Donc, c'est le fait qu'en fait, on se voit pas exactement comme on est, comme les autres nous voient. On se voit souvent plus gros que ce que l'on est. Et ça, ça s'explique, neurologiquement. C'est important qu'un spécialiste vous explique ça régulièrement pour que vous en ayez conscience, en fait, que vous ne faites pas confiance à votre reflet dans le miroir. Dites-vous que vous avez comme un filtre au-dessus des yeux et le filtre des troubles alimentaires et que du coup, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes et ça, c'est important que quelqu'un vous répète, régulièrement parce que, parfois, on a des personnes qui sont bloquées aussi par ça, qui ne veulent pas poursuivre, bah, la guérison parce qu'ils se voient déjà comme quelqu'un d'énorme alors qu'ils ne le sont pas et ça leur bloque dans leur, guérison. Ensuite, une autre raison, c'est que parfois on se dit: «Oui, mais moi j'ai mes proches, j'ai ma mère, faire une hospitalisation, à la maison et puis c'est mes parents ou mon copain ou mon mari, je sais pas, ou qui vont me permettre de guérir, qui vont faire un peu le rôle de l'infirmière». Donc je dis pas, vraiment les proches, je pense qu'ils ont vraiment un rôle hyper important dans la guérison des troubles alimentaires. Mais pour moi, ils ont surtout un rôle d'écoute, d'empathie, de soutien, de fait de toujours croire en vous. Mais en même temps, c'est pas des personnes formés aux troubles alimentaires. C'est des maladies très complexes, ils doivent faire face à des comportements très ambivalents des personnes qu'ils aiment et c'est très difficile, pour eux de le gérer. Avec beaucoup de recul, je sais que ça a été très, très difficile pour, mes parents de vivre, mes troubles alimentaires, même pour ma sœur. Ils ont eu un rôle central dans ma guérison et sans ma sœur, sans ma mère, je pense que je m'en serais pas sortie «aussi facilement» entre guillemets, parce que c'était quand même très difficile, mais je pense que sans elles, ça aurait été plus difficile encore. Mais leur aide, elles avaient quand même une limite. Parce que ma mère, parfois, me disait des choses, je ne l'écoutais pas, ou juste ça m'énervait. Et je pouvais aller à l'hôpital, 2 jours le lendemain, l'infirmière me disait la même chose que ma mère et je l'acceptais beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'infirmière est une personne impartiale et en fait, c'est hyper important d'être, impartial. L'aide des proches, elle a aussi ses limites parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'écoute empathique, bienveillante, parce que parfois le fait de vous voir souffrir, ça les impacte beaucoup trop et tu as des personnes qui préfèrent juste ne pas s'impliquer dans la guérison pour se protéger elles-mêmes et aussi parce que peut-être qu'elles savent que, si elles voient que la maladie vous détruit, bah, elles vont peut-être agir
pas de la bonne façon, en essayant de vous secouer, en vous disant des choses très difficiles, en disant parfois pas les bons mots qui vont encore plus vous enfoncer. D'où l'importance en fait de recourir à des personnes externes où il n'y a pas «d'affect» entre guillemets, où ces personnes-là, quand elles vous diront des commentaires qui vous feront mal, ça sera pas aussi impactant ou dur à entendre que si c'était vos proches en fait. Et en plus de ça, bah, comme je vous ai dit juste avant, les troubles alimentaires, c'est des maladies super complexes, donc vos proches sont pas forcément formés à ça et ils peuvent parfois, moi je sais que ma mère, parfois elle répondait pas toujours de la bonne façon quand j'avais des compulsions alimentaires. Elle me disait parfois, un peu des dingueries où je me disais: «Mais elle est folle de me dire ça», mais en fait, c'est pas de sa faute quoi. Elle est pas médecin, elle est pas infirmière, donc forcément elle savait pas, comment, à réagir et parfois elle donnait des conseils qui étaient malencontreusement pas du tout appropriés, mais c'est clairement pas de sa faute et n'importe qui n'est pas formé, qui a pas, vraiment connu ça ou alors, ben, ne sait pas répondre de la bonne façon, en fait, mais c'est pas de leur faute. Une dernière raison, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on est dans la diet culture, donc ça veut dire que notre société actuelle, elle est plongée dans des diktats autour de la minceur, du régime et cetera et ça complique clairement le rétablissement des troubles alimentaires. Mais surtout à certaines périodes, comme là, on arrive au printemps, donc ça va être bientôt, tous les messages autour du summer body qui va arriver. On entend ça à la télé, à la radio, dans les réseaux sociaux, enfin, c'est omniprésent, c'est incroyable. Moi, à mon boulot ou même avec mes proches qui savent que j'ai eu des troubles alimentaires et que ça peut encore parfois me titiller, certaines remarques, beh, ils le font en fait. Je pense que juste ils ont pas conscience des mots qu'ils disent. Ils vont facilement dire, «Ouh là là, mais alors ça j'en mange pas parce que, c'est bientôt l'été et je fais attention à ma ligne», Ils ont toujours cette croyance que, c'est binaire, que, la nourriture elle est soit bonne, soit mauvaise, soit healthy, soit grasse, soit peu calorique, soit, fast-food. Du coup, ils pensent toujours que s'ils mangent, un Kit Kat, bah, ils vont prendre, 10 kilogrammes. Enfin, j'exagère évidemment, mais, c'est parce que c'est des choses qui m'énervent un peu et après bon, ça évolue, hein. On en voit de plus en plus de choses, body positive, body acceptance et cetera, qui vont, contre ces diktats, de la diet culture. Mais tout ça pour vous dire en fait que ça vous aide clairement pas et ça a même parfois contribué à, nourrir la petite voix, du trouble alimentaire qui est en vous. Parce que parfois votre trouble alimentaire va vous dire de ne pas manger parce que vous avez déjà trop mangé et vous allez toujours trouver quelque chose, un argument qui va vous conforter là-dedans plutôt que vous contredire. Par exemple, un ami qui va sauter un repas ou, votre mère qui fait un régime ou, un cousin qui a commencé un nouveau programme de sport qui est beaucoup trop intense. Il a vu ça, sur Instagram et ou alors les pubs à la télé, et cetera. Vous voyez très bien de quoi je parle dans tous les cas. Donc du coup, vous allez toujours trouver un argument qui va vous dire: «Oui, tu as raison, ne mange pas». Alors qu'en réalité, vous devez pas écouter toutes ces choses-là et c'est super difficile à faire, hein. En plus de ça, on est dans une société qui est pas éduquée, sur les troubles du comportement alimentaire et en plus, généralement, au tout début, quand on perd du poids, les gens vont féliciter ça, parce qu'on est dans une société qui félicite la perte de poids. Pire, moi, ça m'est arrivé, on m'a déjà demandé comment j'avais fait pour perdre du poids et si je pouvais pas te donner des conseils, alors que en fait, le conseil, c'était, bah, il faut que tu commences à faire une croix sur ta vie parce que, enfin, j'étais malade, quoi. C'est pas un régime que j'avais arrêté du jour au lendemain, de manger et que je pouvais arrêter à tout moment. Ça, les gens n'en ont pas conscience et pour vous dire à quel point c'est omniprésent, quand j'étais à l'hôpital, on avait le droit à des magazines. Sauf qu'avant, d'avoir les magazines, c'est un peu comme la bibliothèque de l'hôpital qui passait une fois par semaine. Sauf que dans les magazines, il y avait tellement de pubs, de recettes, minceurs et cetera que genre les infirmières, elles devaient regarder avant les magazines pour voir genre si on pouvait les avoir dans notre service ou pas ou alors enlever certaines pages, quoi. Donc c'est assez dingue. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, la société ne vous aide pas, donc du coup, c'est important d'avoir, en fait, un environnement de guérison avec des personnes externes qui sont familières aux troubles du comportement alimentaire, qui vont pas aller vous parler de régime, d'aliments sains, healthy, qui vont vous aider à vous faire rendre compte quand, quelque chose n'est pas adapté pour vous. Donc voilà, pour conclure, on est tous humains et on a tous besoin d'aide. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Vous êtes malade, c'est pas de votre faute. Donc vous avez besoin de personnes externes qui n'ont pas le filtre ou le parasite du trouble alimentaire en eux et qui vont vous aider en fait à vous ramener vers la voie de la raison. Alors je dis pas que vous êtes irraisonné, hein, c'est le trouble alimentaire qui vous met un brouillard dans la tête et donc qui vous empêche de voir la réalité des choses. Et vous avez besoin d'aide pour ça. Sur Instagram, je vous avais demandé, pourquoi, certaines d'entre vous ne choisissaient pas d'avoir une aide extérieure. On m'a beaucoup parlé du côté financier. Moi, je sais que j'étais en ALD, donc c'est affection à longue durée. Donc en fait, quand on va voir un médecin ou un psychiatre dans le cadre d'un trouble alimentaire,
C'est pris en charge à 100%, donc on paye rien. Après, je sais que malheureusement, en France, on n'est pas du tout assez avancé sur tout ce qui est médecine douce, dont les psychologues. Et donc, c'est malheureusement pas pris en charge. Après, je sais qu'il est possible de consulter gratuitement dans des CMP, donc des centres médico-psychologiques, des thérapeutes. Mais après, moi, je vous conseille quand même de prendre des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés dans les troubles alimentaires. Comme je vous le disais, moi, au tout début, j'avais vu quelqu'un qui n'était pas du tout spécialisé là-dedans. Et c'est vrai que du coup, ils n'avaient pas les bonnes réactions ou ils ne savaient pas voir ce qui était de mon trouble alimentaire ou pas. Ouais, d'ailleurs, cette première expérience prouve bien aussi que c'est important de... Enfin, moi, j'ai pas trouvé la première personne. La première fois où j'ai trouvé un psychologue, j'en ai vu plusieurs. Et comme tout, il faut persévérer. On trouve pas toujours le bon praticien du premier coup, on n'a pas toujours le bon feeling dès la première fois et c'est normal. Mais moi, à force de persister, j'ai trouvé 1, 2 ou 3 thérapeutes qui m'ont vraiment aidé incroyablement dans ma vie. Vraiment, je les remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ma psychiatre, je lui avais envoyé un mail pour lui tenir au courant de comment j'évoluais et je pense que ça lui faisait vraiment très plaisir de savoir que bah, je m'en sortais de mieux en mieux et je lui avais dit que c'était vraiment aussi grâce à elle, quoi. Elle a énormément contribué dans ma guérison. Donc vous pouvez trouver des thérapeutes qui vous conviennent, qui sont super bien. Il faut les chercher. Parfois, il faut en essayer plusieurs avant de trouver la bonne ou le bon thérapeute. À côté de ça, ce n'est pas parce que... Je précise aussi que c'est pas parce qu'on a un suivi thérapeutique avec un thérapeute, un professionnel, un coach, que cette personne va miraculeusement vous sortir de votre trouble alimentaire. Je le dis souvent, avoir une aide extérieure, c'est hyper important. C'est un peu comme vos bouées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais dans tous les cas, il faut être acteur de sa guérison. C'est primordial. Donc, je partage souvent des conseils sur Instagram, sur mon blog ou au travers de mes podcasts d'ailleurs. Mais c'est important de mettre en fait en place un environnement favorable à votre trouble alimentaire, comme faire écouter des podcasts comme vous faites là, lire du contenu, suivre des comptes Instagram qui vous aident à guérir de vos troubles alimentaires, faire aussi des exercices concrets de restructuration de votre pensée, d'analyse de vos émotions, de lire des mantras positifs. J'ai fait une petite liste de mantras positifs, aussi de raisons de guérir, 50 raisons de guérir de votre trouble alimentaire que vous pourrez trouver du coup dans la rubrique ressources de mon blog, enfin de mon site. Vous pouvez aussi vous créer un tableau de visualisation qui vous inspire, qui vous donne envie de guérir, de vous entourer des personnes bienveillantes, de faire une croix sur les relations toxiques, de faire des activités où vous vous sentez bien, de faire de l'art thérapeutique comme écrire, que vous ressentez, colorier des mandalas, dessiner. Enfin, voilà, je pense que je ferai quelque chose, un article ou une ressource où je vous liste les choses concrètes que j'avais mises en place qui m'ont aidé. Mais après, vous verrez aussi que c'est des choses que vous mettrez en place par vous-même, en fait. C'est parfois propre à chacun. Certaines choses marchent chez certaines personnes et pas chez d'autres personnes. C'est en expérimentant de façon qu'on se rend compte ce qui marche ou pas pour nous. Voilà, je vous ai donné du coup un peu tout plein de petites raisons, d'explications qui vous montrent que guérir d'un trouble alimentaire seul, c'est difficile. Moi-même, j'ai pendant longtemps cru que je m'en sortirais seule, mais parfois on a besoin qu'on nous tende la main, qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit déjà auprès de nos proches, mais pas que, puisqu'on a vu leur aide à une limite. En fait, on a besoin de l'aide de proches, mais on a aussi besoin de l'aide de personnes qui sont formées aux troubles du comportement alimentaire, qui connaissent bien ça, soit parce qu'ils l'ont traversé et qu'ils en sont sortis, soit parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Je vous invite à me partager votre expérience, que ce soit en commentaire sur mon blog, puisque j'en ai écrit aussi un article, ou sur YouTube, ou à me dire ça sur mon formulaire de contact ou sur Instagram pour m'expliquer un peu qu'est-ce qui vous a aidé à sauter le cap et à demander de l'aide autour de vous, ou alors des petits tips de choses que vous avez mis en place qui vous aident aussi à être acteur de votre guérison et à mettre en place un environnement favorable pour la guérison de votre trouble alimentaire. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, ciao ciao!